bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à ces géants invisibles qui font tourner nos vies numériques, les data centers. Avec l'explosion du streaming, du cloud et puis maintenant l'intelligence artificielle, on en voit partout. Mais quel est leur coût environnemental réel ? La facture cachée, quoi. C'est exactement ça la grande question. On va vraiment regarder les chiffres de leur consommation d'électricité et d'eau aussi. Ça explose littéralement. Ah oui. Et on va voir aussi l'impact de leur fabrication, qu'on oublie souvent. Et surtout, on explorera cette idée, assez fascinante. Est-ce qu'on peut récupérer la chaleur qu'ils dégagent, cette chaleur fatale, pour en faire quelque chose d'utile ? Au lieu de la jeter ? Voilà, au lieu de la gaspiller. Notre mission, c'est un peu de démêler le vrai du faux en se basant sur les analyses, les rapports disponibles. Parfait. Alors, allons-y. Commençons peut-être par l'énergie. Ça donne le ton, non ? Oui. On parle de 415 terawatts consommés mondialement, là en 2024. Pour se faire une idée, c'est plus que toute la consommation électrique du Royaume-Uni. C'est ça, c'est énorme. Et les projections pour 2030, ça grimpe. Entre 900 et 1000 terawatts. C'est potentiellement plus que le Japon aujourd'hui. Ça donne le vertige. Oui, et ce qui est vraiment frappant là-dedans, c'est l'effet turbo de l'IA, de l'intelligence artificielle. Ah oui. Un data center dédié à l'IA, ça peut consommer, tenez-vous bien, 4 à 5 fois plus qu'un centre classique. 4 à 5 fois. Oui. Goldman Sachs estime même que l'IA pourrait représenter 27% de toute cette consommation d'ici 2027. D'accord. Donc ça met une pression, mais énorme sur les réseaux électriques. Ça demande des investissements massifs et ça complique aussi la planification parce que souvent, ces centres s'installent tous un peu au même endroit. Ils se concentrent, ouais. Voilà, ce qui double déjà les délais pour certains équipements critiques, par exemple. D'accord. Donc, l'énergie, c'est le monstre visible. Mais il y a une menace plus sournoise, on dirait, l'eau. L'eau, oui. On parle de 560 milliards de litres en 2023 et peut-être le double d'ici 2030. C'est difficile à chiffrer précisément, non ? Les entreprises sont pas très... Non, elles sont assez peu transparentes là-dessus, c'est vrai. C'est compliqué d'avoir des chiffres fiables et globaux. Et là encore, j'imagine que l'IA... Oui, l'IA jette de l'huile sur le feu. Générer une seule image avec une IA, ça pourrait coûter jusqu'à 5 litres d'eau. Une image. Incroyable. Et il y a un paradoxe intéressant, tu vois. Parfois, en cherchant à être plus efficace énergétiquement, le fameux PUU, là, le Power Usage Effectiveness, Oui. on peut, sans le vouloir, augmenter la consommation d'eau si on utilise certains systèmes de refroidissement par évaporation, par exemple. C'est un vrai casse-tête. Ah d'accord. Mais attention, le plus gros de l'empreinte eau, souvent, ça ne vient pas du refroidissement direct dans le data center lui-même. Aux États-Unis, c'est genre 1,8 litres par kilowattheure. Ah non. Ah non, ça vient de la production d'électricité en amont, qui, elle, consomme beaucoup plus, environ 7,6 litres kilowattheure. Donc, le mix énergétique du pays ou de la région est absolument déterminant. D'accord, je vois. Et c'est pour ça qu'on commence à parler d'une autre métrique, le WUE. Water Usage Effectiveness, l'efficacité d'usage de l'eau. Ok, donc énergie, eau, pendant l'utilisation. Mais avant ça, il y a la fabrication, non ? Ces serveurs, ces puces ultra pointues, ça sort pas de nulle part. Souvent d'Asie, d'ailleurs. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Et elle est souvent considérable. Rien que pour les puces pour l'IA, les émissions juste pour les fabriquer pourraient atteindre 19 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030. Waouh. Oui, il faut penser à l'extraction des matériaux, des minerais rares, aux usines de semi-conducteurs qui sont ultra gourmandes en énergie, en produits chimiques, et puis le transport. Tout ça. Voilà, c'est pour ça qu'une des pistes clés, c'est d'allonger la durée de vie des équipements. Certains opérateurs, ils poussent leurs serveurs jusqu'à 15 ans. C'est essentiel pour réduire cet impact caché. 15 ans, d'accord ? Logique. Bon, revenons à l'utilisation. On a dit que refroidir ces machines, ça peut pomper jusqu'à la moitié de l'énergie totale d'un data center. Oui, parfois jusqu'à 50%, c'est énorme. Il y a différentes techniques, mais j'ai entendu parler du refroidissement par immersion. Ça a l'air presque de la science-fiction, les serveurs qui trempent dans un liquide. C'est exactement ça. Bon, c'est un liquide spécial, dit électrique, non conducteur. Et les résultats sont là. On arrive à des PUE, donc ce fameux ratio d'efficacité énergétique, très très bas.
Certains sont certifiés à 1,03, c'est quasi parfait, le 1 étant l'idéal. Ah oui, proche de 1. Et ça permet d'économiser jusqu'à 91% d'eau pour le refroidissement et environ 39% de CO2 en moins sur l'ensemble. Pas mal. Mais le vrai avantage, si j'ai bien compris, c'est pour la chaleur, la fameuse récupération de chaleur. Précisément, c'est la clé. L'immersion. Ça permet de récupérer une chaleur de meilleure qualité, c'est-à-dire à plus haute température, entre 35 et 60 degrés Celsius. D'accord. Et à cette température-là, on peut l'utiliser beaucoup plus directement pour chauffer des bâtiments, de l'eau chaude sanitaire, des serres, sans forcément devoir passer par des pompes à chaleur qui elles-mêmes consomment de l'énergie. Ah oui, c'est plus direct. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que pousse la réglementation européenne maintenant pour les nouvelles installations de plus de 1 MW, ce qui est déjà une taille non négligeable pour un data center. 1 mégawatt, ok. Mais bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier. Est-ce que ça se fait vraiment? Ou c'est juste quelques projets pilotes par-ci par-là? Au Danemark, il y a un centre de Meta qui chauffe déjà l'équivalent de 7000 foyers. 7000 foyers? Oui. On voit aussi des projets pour chauffer des piscines publiques en Suisse ou même des systèmes de chaudières numériques en France, des petits serveurs installés directement dans les bâtiments pour les chauffer. Incroyable. Des data centers qui chauffent nos piscines et nos maisons. Ça montre que c'est viable, techniquement, et de plus en plus économiquement, surtout si c'est prévu dès le départ, en lien avec un réseau de chaleur local. Bien sûr. Le défi, ça reste quand même la proximité géographique. Il faut que les besoins de chaleur soient pas trop loin et puis gérer l'offre de chaleur, qui est assez constante, avec la demande qui, elle, est souvent saisonnière. Ça demande une vraie planification urbaine intégrée. Logique. Donc, si on essaie de résumer tout ça, on a une machine numérique boostée par l'IA qui dévore énergie et eau à un rythme effréné, avec une empreinte de fabrication qu'il ne faut pas oublier, C'est ça? mais qui porte en elle, un peu paradoxalement, une partie de la solution, en pouvant devenir une source de chaleur pour nos villes, nos quartiers. C'est tout à fait ça. Un équilibre délicat à trouver. La récupération de chaleur, c'est une voie très prometteuse, vraiment. Mais elle ne fonctionnera à grande échelle que si elle s'intègre dans une planification territoriale intelligente. Et aussi, si on réfléchit collectivement à notre sobriété numérique. On ne peut pas juste compter sur la technologie. La sobriété aussi. Et ça ouvre une dernière question, peut-être pour la route. Si l'IA accélère le problème de la consommation, est-ce qu'elle pourrait aussi, d'une certaine manière, faire partie de la solution? Par exemple, en optimisant les réseaux d'énergie, ou même ses propres algorithmes pour être moins gourmandes. Comment est-ce qu'on pourrait encourager une sorte d'IA frugale et plus de transparence pour mieux piloter cette transition énergétique complexe? Une IA frugale. Intéressant comme piste de réflexion. Merci beaucoup. Merci à toi.